Bonjour à tous, je m'appelle William Amzalag et je vous souhaite la bienvenue dans notre 9e épisode de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Obésité, ou devrais-je dire, globésité. Aujourd'hui, l'obésité est une épidémie mondiale. Il y a une explosion flagrante de l'obésité au niveau mondial. Même dans des pays où, il n'y a pas si longtemps, la famine était le problème de santé numéro 1. L'embonpoint du monde change rapidement. Et c'est très inquiétant, car ça prend des proportions démesurées et personne ne peut contrôler cette nouvelle épidémie. De nombreux enfants sont obèses et deviennent ensuite des adultes obèses. Les maladies associées à l'obésité, comme les problèmes cardiaques, les cancers, mais surtout les diabètes, explosent. Tout ça fait beaucoup de gens malades partout dans le monde. Le coût en termes de mort, de maladies et d'argent dépensé est juste astronomique. Réfléchissez. Il y a dans le monde aujourd'hui environ 3 milliards de personnes en surpoids et 800 millions d'obèses. Le coût de l'obésité aux États-Unis est d'environ 150 milliards de dollars par an, soit 10% du total des coûts médicaux américains. Quelle est la différence entre surpoids et obésité ? Le surpoids, c'est lorsque vous avez seulement quelques kilos en plus par rapport à la norme, de 1 à 15 kilos pour les adultes. Au-delà de ce seuil, on vous considère comme obèse. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, alors vous devez calculer votre IMC, c'est-à-dire votre indice de masse corporelle, en utilisant la formule suivante. Votre poids en kilos divisé par votre taille au carré. Si votre IMC est inférieur à 18,5 par mètre carré, ça veut dire que vous devez prendre du poids. En effet, vous êtes considéré comme maigre. Entre 18,5 et 25, vous êtes normal. Entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Et au-dessus de 30, vous êtes considéré comme obèse. Notez que l'IMC est un outil standard qui ne s'applique pas aux extrêmes, comme les personnes très grandes ou très petites. Et il faut aussi l'adapter pour les enfants. Pourquoi les gens deviennent obèses ? C'est très simple en théorie. Mais ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on s'intéresse au métabolisme lipidique. On prend du poids ou de la graisse lorsqu'on ingère plus de calories qu'on en dépense, ou lorsqu'on dépense moins de calories qu'on en ingère. Comment avoir de l'énergie ? Le corps tire l'énergie dont il a besoin uniquement de la nourriture, à savoir qu'un gramme de glucides équivaut à 4 calories. Pareil pour les protéines, mais 1 gramme de gras équivaut à 9 calories. Donc, tout dépend de la quantité que vous mangez et quelle nourriture vous avalez. Si celle-ci est riche en graisse, en protéines ou en sucre. Maintenant, comment dépense-t-on l'énergie ? Il y a 3 façons de dépenser l'énergie. La première,
c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, qui est l'énergie nécessaire au fonctionnement, au bon fonctionnement, de notre corps et de ses millions de réactions chimiques. Ça demande environ 1 calorie par kilo et par heure. Donc, si vous pesez 60 kilos, vous dépenserez en 24 heures, 60 fois 24 heures égale 1440 calories par jour. Et c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. La deuxième façon de dépenser de l'énergie, c'est en luttant contre la chaleur ou le froid. Et cela dépend de l'environnement, mais aussi de la façon dont vous vous protégez du chaud ou du froid. Ça s'appelle la thermogénèse. Et vous pouvez contrôler un peu ce phénomène. La troisième façon, c'est l'énergie nécessaire pour faire bouger votre corps. Et ça dépend entièrement de vous. Tout cela pour dire que l'activité physique est la seule façon contrôlable de dépenser de l'énergie. Nous verrons plus tard que cette façon très simple de prendre ou de perdre du poids est influencée par de nombreux autres facteurs, notamment le contrôle du métabolisme lipidique par un groupe d'hormones sophistiquées. Donc, pourquoi une telle épidémie? Pour comprendre cela, nous devons remonter à 20 000 ans en arrière. Aussi surprenant que cela puisse être, nos gènes n'ont pas changé depuis 20 000 ans. À ce moment-là, la vie des hommes était assez difficile. En effet, elle tenait à la seule nourriture disponible. Et la nourriture n'était disponible qu'au printemps et en été. Le reste du temps, il n'y avait pas de nourriture. C'était presque la famine. Nos gènes ont dû s'adapter et s'accommoder avec cette alternance d'abondance et de famine afin de créer une sorte de stock à énergie. La cellule graisseuse était née. Cette cellule avait la capacité de stocker tous les types d'énergie provenant de la graisse, des glucides et même des protéines. Elle peut atteindre 50 fois sa taille et retenir l'énergie sous forme de triglycérides. À cause d'une nourriture incertaine, nos gènes ont été orientés vers le mode sauvegarde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on mangeait, toute l'énergie provenant de la nourriture était dirigée vers le stock. Que s'est-il passé 20 000 ans après? Nos gènes sont encore et toujours en mode sauvegarde, mais il n'y a plus de famine, au contraire. La nouvelle société offre une abondance de nourriture riche en calories, et cela toute l'année. Et devinez ce qu'il se passe? Tout va d'abord dans le stock. Et une fois que c'est dedans, c'est très difficile de les faire sortir. Vous comprenez maintenant pourquoi il est si difficile aujourd'hui de ne pas prendre du poids ou du gras. Mais il y a un autre facteur. Il y a 20 000 ans, afin de rapporter à manger à la maison, les hommes chassaient, pêchaient ou grimpaient dans les arbres pour cueillir des fruits. Ça demandait une énorme dépense d'énergie. Aujourd'hui, avec toutes les technologies créées pour porter des objets lourds, les escalators ou les ascenseurs, nous avons considérablement réduit nos dépenses d'énergie. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est si facile de prendre du poids ou du gras.
Quelles sont les conséquences de l'obésité en termes de santé et de longévité? Pour faire court, c'est un désastre. Être et rester obèse amèneront une longue liste de maladies chroniques, parmi lesquelles des maladies cardiovasculaires, des diabètes, des cancers, des syndromes métaboliques et par conséquent une vie considérablement plus courte. Tout cela ne prend pas en compte l'inconfort physique et les conséquences émotionnelles et mentales d'être gros, pour nous ou pour notre entourage. En termes de vieillissement, l'obésité raccourcit les télomères, augmente les dommages causés à l'ADN et réduit la réserve de cellules souches. Donc, que faire pour réduire l'obésité? Évidemment, c'est assez compliqué de se rendre compte des efforts de la communauté médicale mondiale avec si peu de résultats. Les autorités sanitaires organisent régulièrement des campagnes pour informer la population sur les conséquences de manger trop de sucre, trop gras ou de ne pas faire d'exercice. Mais l'industrie alimentaire ne nous a pas aidés jusqu'ici et continue de mettre sur le marché des produits riches en mauvais sucre et en mauvaise graisse. La première étape, c'est de vous convaincre qu'améliorer votre mode de vie, c'est-à-dire votre nutrition, votre activité physique, la gestion de votre stress et de vos émotions, de façon à stopper l'alimentation impulsive, serait déjà une très bonne action pour préserver votre vie et votre longévité. La seconde étape serait de consommer des compléments alimentaires spécifiques afin de vous aider à gérer votre métabolisme lipidique et à reconstruire la masse musculaire que vous avez perdue par manque d'exercice. Voilà pourquoi Jeunesse a décidé de créer une nouvelle gamme de produits spécialement conçus pour neutraliser les fringales, aider le métabolisme lipidique et réduire la perte musculaire. Ne manquez pas notre prochain épisode consacré à la ligne Zen Body. Je m'appelle William Amzalag et je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode. Merci. Jeunesse, we are redefining youth.